Makoto Miyuzumi est juste un lycéen moyen, mais sa vie prend soudainement une mauvaise tournure. Contrairement aux autres protagonistes typiques d'anime qui sont envoyés dans un autre monde pour s'amuser avec des filles mignonnes et un développement de l'intrigue, l'histoire de Makoto ne se passe pas ainsi. C'est le protagoniste le plus laid que vous verrez jamais. Un jour, il va à l'école comme d'habitude, rentre chez lui pour se détendre et est soudainement convoqué par Tsukiyomi, le dieu de la lune. Makoto le reconnaît grâce à d'anciennes légendes japonaises. Tsukiyomi explique à Makoto qu'il doit aller dans un autre monde. Nous apprenons bientôt que les parents de Makoto ne venaient pas à l'origine de la Terre. Ils sont venus de cet autre monde pour échapper au danger. Pour assurer leur sécurité, ils ont conclu un accord avec une déesse, promettant d'offrir leur chose la plus précieuse en échange de leur protection. Cette chose précieuse se trouve être Makoto. Maintenant, c'est au tour de Makoto de remplir cette promesse, sinon le dieu prendra l'une de ses sœurs à la place. Réalisant qu'il n'a pas le choix, Makoto accepte d'y aller. Avant de l'envoyer, Tsukiyomi accorde à Makoto une énorme quantité de pouvoir pour l'aider à survivre dans ce nouveau monde. Il jure même d'effacer l'historique légendaire de navigation de Makoto pour le rassurer. Cependant, Tsukiyomi l'avertit au sujet de la déesse qu'il est censé rencontrer, mentionnant qu'elle peut être assez problématique. Lorsque Makoto arrive dans le nouveau monde, il rencontre la déesse comme prévu. Mais au lieu de l'accueillir comme un héros, elle exprime immédiatement son dégoût pour son visage laid. Elle dit qu'il est trop laid pour être le héros de son monde et qu'elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre pour assumer ce rôle. Plutôt que de l'aider, elle le botte jusqu'au bord du monde où vivent les créatures de rang le plus bas. La seule chose qu'elle lui donne est la capacité de comprendre toutes les langues, sauf la langue humaine, ce qui n'est pas très utile pour lui. Makoto est jeté dans l'abîme, où il rencontre à nouveau Tsukiyomi. Cette fois, Tsukiyomi lui dit que puisque la déesse n'a pas besoin de lui comme héros, il est maintenant libre de vivre sa vie comme il le souhaite dans ce nouveau monde. Tsukiyomi explique aussi que parce que Makoto a eu une vie difficile sur Terre, il sera beaucoup plus puissant dans ce nouveau monde. Après cela, Tsukiyomi lui fait ses adieux, espérant qu'il pourrait se revoir un jour. Makoto tombe du ciel et s'écrase dans un désert aride. Il n'y a rien d'autre que la désolation autour de lui, et après avoir marché pendant 3 jours, il commence à se sentir seul et désespéré. Juste au moment où il pense qu'il ne trouvera jamais personne, il entend une voix lointaine appelant à l'aide. Se précipitant vers le son, Makoto découvre une fille au visage de cochon, attaqué par un monstre à 2 têtes. Sans hésitation, Makoto intervient et, utilisant une force surprenante, abat le monstre d'un seul coup. Il est choqué par sa puissance. La fille cochon avec un énorme potentiel se présente comme Emma. Elle est d'abord effrayée par la force de Makoto, mais après qu'il se soit présenté, elle se calme. Elle est confuse qu'un humain puisse comprendre sa langue, et Makoto est tout aussi confus de pouvoir parler à un cochon. Emma explique qu'elle était en route vers la montagne divine pour se sacrifier à un être appelé Shin. Son village souffre d'un épais brouillard qui ruine leur récolte, et chaque fois que quelqu'un est sacrifié, le brouillard disparaît. Avant de poursuivre sa mission, Emma ramène Makoto dans son village pour le remercier de l'avoir sauvé. Pendant qu'il est là, Makoto se rend compte que tout le monde dans ce monde sait utiliser la magie. Emma propose de lui enseigner un peu de magie en commençant par un sort de feu. À la surprise générale, Makoto maîtrise le sort immédiatement. Il soupçonne qu'il pourrait être incroyablement puissant, mais lorsqu'il vérifie de son niveau, il s'avère qu'il n'est qu'au niveau 1, ce qui les laisse perplexes. Le lendemain, Makoto se dirige vers la montagne pour essayer d'empêcher Emma de se sacrifier à Shin. En s'appuyant sur ses compétences en tir à l'arc acquises à l'école, il crée un arc et une flèche magique et les tire sur la porte de la montagne. Son attaque est si puissante qu'elle détruit la porte et blesse plusieurs hommes qui prétendaient être des adeptes de Shin pour contrôler le peuple d'Emma. Cependant, les actions de Makoto ont mis en colère la véritable Shin, qui apparaît soudainement sous la forme d'un dragon massif. Shin attaque Makoto, mais même si la zone est couverte d'un épais brouillard, Makoto parvient à esquiver toutes ses attaques. Il utilise une nouvelle capacité pour sentir où se trouve Shin, même s'il ne peut pas la voir à travers le brouillard. Makoto riposte, entourant le dragon de boules de feu et la frappant assez fort pour la faire tomber. Mais lorsque Makoto baisse sa garde, Shin utilise ses yeux magiques pour le piéger dans une illusion. Dans l'illusion, Makoto se retrouve de retour à son lycée. Son béguin avec son intrigue trop massive, Nukumi, lui avoue soudain ses sentiments. Mais Makoto réalise que tout est faux. Il sait que, à cause de son apparence laide, il ne peut pas séduire même la fille la plus laide. Cette situation n'est pas réelle. Il se libère de l'illusion en utilisant ses pouvoirs pour la dissiper. Une fois libre, Makoto se prépare à combattre Shin à nouveau, mais le dragon ne veut plus se battre. Elle est impressionnée par la force de Makoto et propose de conclure un contrat avec lui pour devenir sa compagne. Après quelques hésitations, Makoto accepte, et pendant le rituel, son pouvoir est si écrasant que Shin finit par devenir son esclave à la place. Elle se transforme même en forme humaine avec un énorme plot à la suite du contrat.
Après la formation du contrat, Shin montre à Makoto une dimension cachée qu'elle contrôle appelée le demi-plane. Cet espace était autrefois sombre et vide, mais grâce au pouvoir de Makoto, il est maintenant devenu une belle terre fertile avec des plantes et des fruits. Certains des fruits rappellent même à Makoto ceux de la terre. Shin est émerveillé par la transformation et Makoto réalise que ce demi-plan pourrait être l'endroit parfait pour vivre où la déesse ne peut pas interférer avec lui. Makoto se souvient alors pourquoi il est venu à la montagne en premier lieu pour arrêter les sacrifices. Il découvre que Shin n'était pas du tout responsable des sacrifices. C'était un malentendu causé par les hommes sans valeur prétendant être ses adeptes. Makoto et Shin retournent au village où Emma est choquée de voir que le grand dragon Shin s'est transformé en une fille humaine et suit maintenant Makoto. Le village célèbre la victoire de Makoto et la fin des sacrifices. Pendant la célébration, Shin suggère que les orques du village s'installent dans le demi-plan car c'est un endroit sûr et prospère pour vivre. Le lendemain, les orques sont prêts à déménager. Makoto se sent incertain à l'idée de les déplacer si rapidement, mais les orques sont déterminés à le remercier de les avoir sauvés et lui jurent fidélité. Pendant que les orques s'installent, Makoto passe du temps à pratiquer sa magie et Shin se divertit en regardant ses souvenirs. Cela commence à agacer Makoto, alors Shin promet de trouver un moyen de voir ses souvenirs sans le déranger tout le temps. Un jour, alors que Makoto se promène dans le demi-plan, il rencontre des orques qui essaient d'abattre un énorme arbre pour lui construire une maison. L'arbre est trop dur pour eux à couper, alors Makoto utilise ses pouvoirs pour l'abattre et soulève facilement l'arbre. Il découvre également qu'il peut guérir les autres sans utiliser son énergie magique, bien qu'il ne puisse pas soigner ses propres blessures. Pendant ce temps, Shin revient dans le demi-plane avec un nain nommé Baren, qu'elle a sauvé de la forêt. Baren était poursuivi par un monstre araignée géant. Malheureusement, l'araignée les suit dans le demi-plane et attaque. Shin décide de ne pas intervenir dans le combat, laissant Makoto s'occuper de l'araignée. L'araignée est maudite avec une faim insatiable, ce qui la pousse à manger tout ce qu'elle trouve. Makoto commence le combat en utilisant la magie du feu pour couper une des pattes de l'araignée, mais la créature se régénère rapidement. Peu importe les dégâts que Makoto inflige, l'araignée continue de se guérir. Pendant le combat, Makoto se fait transpercer l'abdomen par la patte de l'araignée, ce qui le rend extrêmement en colère. Il déchaîne toute sa puissance, lançant une série d'attaques incessantes de feu et d'eau. Finalement, Makoto s'évanouit d'épuisement. Quand Makoto se réveille, il est choqué de voir que l'araignée ne l'a pas tué. Au lieu de cela, la créature a pris goût à lui et a formé un contrat avec lui pendant qu'il était inconscient. Maintenant, l'araignée s'est transformée en forme humaine, tout comme Shin, avec un scénario massif. Makoto est surpris car il ne savait pas qu'il était possible de former un contrat sans y consentir. Shin explique qu'il valait mieux former le contrat que d'avoir une araignée géante le suivant partout. Baren, le nain, remercie Makoto d'avoir vaincu l'araignée qui terrorisait son village depuis longtemps. Il demande si lui et son peuple peuvent s'installer dans le demi-plane pour vivre en sécurité. Makoto accepte et Shin ajoute que les nains doivent aider à fournir des armes et reconnaître Makoto comme leur chef. Baren accepte les conditions et Shin lui donne 2 écailles de dragon pour aider à convaincre son peuple. Le lendemain, Makoto se promène dans le demi-plane, essayant d'en savoir plus sur ses parents et cherchant des colonies humaines. Soudain, Shin apparaît et dit qu'il y a quelque chose d'important qui nécessite son attention. Makoto se précipite vers la cabane en pensant que c'est sérieux, mais quand il arrive, Shin et la fille araignée lui disent qu'ils ont besoin de nouveaux noms parce que personne dans le demi-plane ne sait comment les appeler. Makoto est assez agacé car cela semble être un petit problème, mais Shin et la fille araignée insistent sur le fait que c'est important. Alors il finit par accepter et donne à Shin son nouveau nom, choisissant Tomo d'après une femme samouraï forte. Mio est le nom qu'il donne à la fille araignée. Le lendemain, il y a un grand rassemblement de tous les citoyens du demi-plane. Makoto est surpris par le nombre de types de créatures qui y vivent maintenant. Pendant la réunion, Tomo et Mio se présentent avec leur nouveau nom. Ils disent aussi à tout le monde d'appeler Makoto maître ou seigneur, ce que Makoto trouve ridicule. Après quelques échanges, il décide de les laisser l'appeler jeune maître. Baren, l'un des nains, présente Makoto au chef du village, Eld. Eld remarque que le visage laid de Makoto ne ressemble pas vraiment à celui d'un humain ordinaire et demande s'il a reçu une sorte de mission de la déesse. Makoto se vexe et dit qu'il ne prendrait jamais une mission de la déesse après qu'elle l'ait insulté et jeté au bout du monde. Eld est soulagé parce que son peuple n'est pas d'accord avec la déesse non plus. Tomo montre ensuite ses partisans, les lézards de brume, qui sont une espèce utilisant la magie de l'air et de l'eau. Mio présente aussi ses partisans. Ils s'appellent
s'appellent les Alki, et leur faim a enfin été satisfaite depuis qu'ils ont reçu le sang et le pouvoir magique de Makoto. Makoto fait un bref discours à tout le monde, puis part à la recherche d'un village humain qu'il a vu plus tôt. Alors qu'il s'en approche, il aperçoit une fille humaine, mais elle s'enfuit dès qu'elle le voit. Makoto continue vers le village, mais à son arrivée, les villageois pointent leurs armes sur lui. Ils parlent une langue qu'il ne comprend pas et commencent à l'attaquer. Makoto doit donc partir. De retour à la cabane, Makoto est contrarié de ne pas avoir pu parler aux villageois. Il commence à penser qu'ils l'ont peut-être attaqué parce qu'il est laid. Mais Tomo explique que la raison pour laquelle ils avaient peur est à cause de la quantité de mana qu'il dégage. Pour eux, cela devait ressembler à l'arrivée de plusieurs rois démons en même temps. Emma suggère que Makoto devrait essayer de contrôler son mana en imaginant qu'il met un couvercle dessus. Makoto essaie, mais cela ne fonctionne qu'un peu. Pourtant, il est déterminé à apprendre la langue humaine et à comprendre comment maîtriser son mana. Plus tard, un expert en magie nommé Rugui donne à Makoto une bague qui devrait l'aider à supprimer son mana. Mais dès qu'il la met, la bague se casse à cause de la quantité de mana qu'il a. Makoto commence aussi à apprendre la langue commune avec Mio, mais il trouve cela vraiment difficile. Puis il réalise qu'il peut utiliser sa magie pour écrire ce qu'il pense, et cela se traduira automatiquement dans la langue commune. Rugui revient avec une nouvelle bague qui fonctionne cette fois, mais elle l'avertit que la bague passera du blanc au rouge lorsqu'elle sera sur le point de surcharger. Makoto décide de retourner au village humain. Cette fois, il se déguise en fils de riche marchand et cache son visage avec un masque pour éviter les soupçons. En entrant dans le village, il remarque que tout le monde est très beau, ce qui le fait se sentir mal car il se voit toujours comme le lait. Lorsqu'ils arrivent à la guilde des aventuriers, la réceptionniste les salue mais trouve Makoto suspect à cause de son masque. Mio et Tomo inventent rapidement une histoire, disant que Makoto a une malédiction qui l'oblige à porter le masque et l'empêche de parler. La réceptionniste explique que les nouveaux aventuriers commencent au rang E et peuvent monter en complétant des quêtes. Elle donne aussi à Tomo et Mio des parchemins de mesure pour vérifier leur niveau de puissance. Tout le monde est choqué de voir que Tomo est au niveau 1320 et Mio est encore plus haut à 1500. Tomo est contrarié que Mio soit plus forte, mais rien ne change lorsqu'il revérifie. Makoto est embarrassé lorsqu'il vérifie son niveau, et il est toujours au niveau 1. Il demande une chambre pour la nuit, mais l'aubergiste demande 6 pièces d'or, ce qu'il trouve trop cher. Tomo utilise un peu d'intimidation, et le prix est réduit à 2 pièces d'or. Plus tard dans la nuit, Makoto et Mio se promènent dans le village. Ils tombent sur une fille qui semble contrariée. Makoto est méfiant, alors il dit à Mio de s'en occuper. Mio gronde sévèrement la fille, ce qui pousse Makoto à intervenir et à lui dire d'être plus gentille. Makoto demande à la fille pourquoi elle est dehors si tard, et elle éclate en sanglots, le serrant dans ses bras et disant qu'elle a besoin d'aide. Makoto décide de la ramener à l'auberge. La fille se présente comme rein et explique que sa sœur, Towa, a disparu depuis plus d'1 mois. Pendant ce temps, Tomoe tombe sur des hommes essayant de piller leur chariot. Elle les combat et même si elle se retient, elle en coupe accidentellement 2 en 2. Elle ramène un des assaillants à l'auberge, mais Makoto est furieux qu'elle n'ait pas vérifié s'ils étaient morts ou vivants d'abord. Il regarde l'assaillant et réalise que c'est en fait une femme avec un plan énorme. Rin entre et entend Makoto parler, mais elle ne comprend pas un mot à cause de la barrière linguistique. Makoto lui dit de prendre de la nourriture et d'aller se coucher, et Rin le remercie pour sa gentillesse. Rin montre à Makoto un dessin de sa sœur disparue, Towa. Makoto est choqué parce que Towa ressemble à Nukumi, la fille qu'il aimait dans son monde. Rin souhaite une bonne nuit à Makoto, mais on voit qu'elle se sent conflictuelle à propos de quelque chose. Makoto vérifie les souvenirs de la femme que Tomoe a attrapée et découvre qu'elle fait partie d'un groupe de voleurs liés à la guilde des aventuriers. Il apprend également que Towa est détenue par les mêmes voleurs. Makoto envoie immédiatement Tomoe et Mio pour la sauver. Mio pense qu'ils peuvent prendre leur temps, mais voyant à quel point Makoto est sérieux, ils partent immédiatement. Makoto est si déterminé parce que Towa ressemble à son ancien béguin. Tomoe et Mio parlent en chemin. Mio se demande si Makoto connaissait Towa avant, mais Tomoe dit que c'est impossible car il ne connaît personne dans ce monde. Tomoe mentionne qu'elle a vu les souvenirs de Makoto, ce qui rend Mio jalouse car elle veut en savoir plus sur lui aussi. Pendant ce temps, Makoto et Rin se dirigent vers la bourse d'échange. Makoto rassure Rin que Mio et Tomoe sont déjà en route pour sauver sa sœur. Dans un flashback, nous apprenons que Rin et Towa se sont endettés en essayant de devenir aventurières. Towa a dit à Rin de fuir, mais elle a été attrapée aussi. Dans le présent, nous voyons Towa se sentir désespérée, pensant qu'elle ne sera pas sauvée. Soudain, Tomoe et Mio apparaissent et la sauvent, la guérissant avec de la magie. Ils essaient de partir, mais un homme nommé Mills apparaît, et Towa le reconnaît comme le plus fort aventurier de Zetsuya.
Tetsuya. Pendant ce temps, Makoto vend des fruits du demi-plan pour 500 pièces d'or et Rin commence à se méfier de qui il est vraiment. À l'auberge, Rin rencontre quelques aventuriers et leur parle de la vente de Makoto. Ils lui disent de voler les fruits, pensant que cela remboursera sa dette. Rin ne veut pas le faire, mais elle s'inquiète pour sa sœur, alors elle accepte. De retour avec Tomoe et Mio, Mills se demande comment Towa a pu bouger après avoir été capturé. Il est le chef du groupe qui l'a prise. Il essaie de convaincre Tomoe et Mio de rejoindre son équipe, disant qu'ils peuvent devenir riches. Tomoe et Mio refusent, et Mills les insulte pour suivre ce moche, qui est encore seulement niveau 1. En colère, Tomoe et Mio attaquent, mais Mills les bloque avec une barrière appelée Clay Aegis. Towa les avertit que cette barrière est vraiment forte. Pendant ce temps, Rin est déchiré à l'idée de voler Makoto. Mais ensuite, Makoto apparaît et dit à la réceptionniste que Rin est son amie. En entendant cela, Rin se sent émue, car elle ne s'attendait pas à ce qu'il la considère comme une amie. De retour au combat, Tomoe brise la barrière de Mills et Mio commence à tabasser les hommes. Mills essaie de prendre Towa en otage, mais Tomoe l'arrête rapidement. Après la bataille, Tomoe et Mio commencent à se disputer sur qui a fait le plus. Pour se vanter, Tomoe commence à couper à travers la ville avec son épée, et Mio se joint à elle, voulant prouver qu'elle est tout aussi forte. Elles finissent par causer beaucoup de dégâts. Plus tard, Towa et Rin sont réunis, et Towa remercie Makoto de l'avoir sauvé. Makoto remarque que Towa ressemble à Nukumi, même son énorme intrigue. Sauf pour ses cheveux. Les filles sont épuisées et s'endorment. Tomoe pense que tout s'est bien passé, mais Makoto demande soudainement à Mio un peu de sa soie. Il attache Tomoe et Mio et les remercie d'avoir sauvé Towa, mais les réprimande aussi pour avoir causé tant de destruction. Il les jette ensuite pour qu'elles réfléchissent à ce qu'elles ont fait. Après avoir détruit le village, Makoto et les autres partent pour la ville de Tsege. Les autres aventuriers retenus par Mills les accompagnent. En chemin, ils s'arrêtent à une guilde et expliquent que Zetsuya a été détruite par des monstres, mais heureusement, tout le monde a échappé. Tomoe a utilisé ses pouvoirs pour effacer la mémoire de la plupart des gens, sauf Towa et Rin. La réceptionniste de la guilde demande si les monstres sont toujours là, mais Tomoe et Mio expliquent qu'ils s'en sont occupés puisqu'ils sont au-dessus du niveau 1000. La réceptionniste ne les croit pas, pensant que personne ne pourrait avoir un niveau aussi élevé. Makoto réalise que la rivalité entre Tomoe et Mio pourrait causer des problèmes à l'avenir, alors il raconte l'histoire d'un samouraï qui est parti en voyage pour devenir plus fort. Cela inspire Tomoe à demander la permission d'aller s'entraîner dans la nature. Makoto accepte, et elle part. Mio est heureuse d'avoir enfin toute l'attention de Makoto, mais se sent irritée par Towa et ses sacs de lait. Alors qu'il continue de voyager, Makoto sent un danger venant d'abeilles tueuses à proximité. Utilisant son aptitude de ki, il demande à Mio de s'en occuper. Mio les tranche avec sa magie du vent, impressionnant tout le monde. Towa insiste pour récolter des matériaux des abeilles, mais Makoto ne fait que fixer son terrain. Lorsqu'elle commence à écraser les insectes, il se sent dégoûté. Il continue de rencontrer des monstres en chemin, et Makoto nomme leur groupe la compagnie de commerce Kuzunoha. Bientôt, il rencontre des monstres rares, appelés Ruby Eyes. Les aventuriers demandent à Mio d'être prudente en les combattant pour éviter d'endommager les parties précieuses. Frustré, Mio dit à Makoto de s'en occuper. Il sort son arc et tire sur les Ruby Eyes, touchant tous leurs points faibles et les vainquant en un seul coup. Le groupe est émerveillé par les compétences de Makoto, mais il se concentre rapidement sur la collecte du butin. Il rassemble 12 Ruby Eyes avant d'arriver à Tsege. À la guilde des aventuriers à Tsege, Towa remercie Makoto de l'avoir aidé à monter de niveau pendant leur voyage. Makoto se sent déprimé parce que, même après avoir tué tant de monstres, il est toujours bloqué au niveau 1. Il repère une quête de rang S qui implique de vendre des Ruby Eyes, et comme ils en ont déjà, il accepte la quête, pensant que ce sera de l'argent facile. Ils se partagent le butin, Makoto ne gardant que les Ruby Eyes et quelques matériaux précieux, tandis que le reste va aux autres. Avant de se séparer, ils décident de célébrer ensemble. Ils échangent leurs coordonnées via leur carte de licence d'aventurier qui leur permettent également de passer des appels et d'accéder à des informations. Pendant le dîner, le groupe se rapproche et apprend à mieux se connaître. Louisa, Hazel et Ranina se présentent. Ranina défie Makoto à un bras de fer, mais perd facilement. Towa avertit Makoto que la Rembrandt Trading Company, qui a publié la quête des Ruby Eyes, a une mauvaise réputation, alors Makoto devient prudent. Il vérifie soigneusement les Ruby Eyes avant de les apporter dans sa chambre. Cette nuit-là, Mio partage une chambre avec Makoto et espère pouvoir enfin goûter son concombre. Elle envisage même de détruire un des lits pour augmenter ses chances. Mais Makoto s'en fiche de son sale caractère et va directement dormir, laissant Mio déçu. Le lendemain, Makoto apprend à créer des portails, ce qui lui permet, ainsi qu'à tout le monde, de retourner dans le demi-plan. À leur retour, il rencontre Ima, qui travaille maintenant comme sa secrétaire. Elle lui dit que toutes les espèces du demi-plan s'installent bien et font leur travail. Elle mentionne également qu'ils construisent un immense château pour lui, basé sur un de ses souvenirs.
Makoto se rend compte que Tomo n'est pas revenue depuis qu'elle est partie s'entraîner, et alors qu'il pense à comment elle va, le chef des nains arrive. Il emmène Makoto à leur atelier, excité de lui montrer la nouvelle armure qu'ils ont fabriquée. Les nains exposent fièrement plusieurs ensembles d'armures, mais Makoto les refuse parce qu'il est archer et n'a pas besoin d'armure comme un chevalier. Les nains sont vraiment déçus, mais ensuite Makoto remarque un manteau qui correspond à son style. Rui, l'experte en magie, explique que le manteau peut absorber le mana de Makoto, mais elle l'avertit que cela pourrait être trop dangereux car il a tellement de mana. Makoto essaie le manteau et cela fonctionne au début. Le manteau peut passer du mode défense au mode mobilité. Mais bientôt, il ne peut pas gérer toute la mana de Makoto et se déchire. Makoto demande à Rui si elle peut le rendre plus résistant et elle promet avec enthousiasme d'en créer un qui pourra gérer toute sa mana. Pendant ce temps, les adeptes de Mio, les Alki, se sont transformés en humains grâce à la magie. Ils se concentrent sur la collecte d'ingrédients et peuvent manger même des éléments toxiques sans se blesser. Le lendemain, Makoto apporte les yeux de Ruby à la compagnie de commerce Rembrandt, où il est chaleureusement accueilli par Patrick, le président, et son majordome, Maurice. Au même moment, un aventurier nommé Lim se rend à la guilde pour demander qui a accompli la quête des yeux de Ruby, et la réceptionniste lui dit que c'était Makoto. Makoto prétend qu'il ne peut pas parler à cause d'une malédiction et utilise des bulles magiques pour communiquer avec Patrick. Il se présente comme un aventurier de classe E niveau 1, ce qui déçoit Patrick. Il pense que Makoto n'est qu'un débutant de plus. Mais ensuite, Makoto lui montre les yeux de Ruby et Patrick est choqué. Il vérifie rapidement qu'ils sont réels et s'excuse de l'avoir douté. Makoto demande pourquoi Patrick a besoin des yeux de Ruby et Patrick explique que sa femme et ses filles sont maudites et ont besoin d'un médicament spécial appelé Ambrosia pour les guérir. Se sentant désolé pour lui, Makoto dit qu'il connaît un maître en alchimie qui peut aider à fabriquer le médicament. Patrick explique que même avec les yeux de Ruby, ils en ont encore besoin de plus. Mais avant qu'il ne puisse finir, Makoto lui donne tous les yeux de Ruby qu'il a, rendant Patrick et ses serviteurs fous de joie. Patrick donne à Makoto le reçu de travail et mentionne qu'il devra passer le test d'enregistrement des marchands. Makoto est surpris, car il ne connaissait pas le test. Il se rend à la guilde des marchands, où la réceptionniste explique qu'il y a un examen écrit et un test pratique de collecte de matériaux. S'il échoue, il devra attendre 6 mois pour réessayer. Makoto achète un livre d'études coûteux pour se préparer à l'examen écrit, mais quand il l'ouvre, il se rend compte que ce n'est que des mathématiques simples. Il termine le test en 5 minutes et l'examinateur est choqué de voir son score presque parfait. Makoto se demande pourquoi l'éducation dans ce monde est si basique. Pour la prochaine partie du test, on dit à Makoto de choisir au hasard un objet rare à trouver en 3 jours. L'examinateur pense que ce sera difficile pour lui, mais Makoto se souvient qu'il a déjà beaucoup d'objets rares de ses aventures. Il sort un des objets, surprenant à nouveau l'examinateur. Pendant ce temps, Tomo, qui s'entraîne, vainc un monstre crabe géant et célèbre avec ses compagnons. Mais ensuite, un demi-humain lui apporte un message d'Ima disant que Mio a accédé à la mémoire de Makoto. Se sentant jalouse, Tomo se précipite vers le demi-plan. À son retour, Tomo demande à Ima si Mio a fouillé dans les souvenirs de Makoto. Ima la rassure en disant que Mio ne fait que traduire les souvenirs. Tomo demande alors s'il s'est passé quelque chose entre Mio et Makoto pendant son absence, mais Mio change rapidement de sujet. Plus tard, Makoto va dans un restaurant et essaie de commander à manger, mais il a du mal parce qu'il ne parle pas très bien la langue locale. Il finit par commander quelque chose qu'il n'aime pas et souhaite pouvoir avoir un vrai repas. À proximité, Lim l'espionne et les gens autour de lui parlent de la défaite des abeilles tueuses et du crabe géant. Après son repas décevant, Makoto retourne dans le demi-plan pour déguster des fruits. Mais le clone de Tomo lui dit que la production de fruits a diminué à cause du mauvais temps. Makoto partage son idée de créer une ville illusion, un endroit que les gens ne peuvent trouver que s'ils se perdent dans la brume. La ville offrirait des aliments et des objets rares, la rendant célèbre dans le monde extérieur. Soudain, Makoto reçoit un message télépathique disant que Mio a des ennuis. Il demande à l'un des alki humains ce qui se passe, et ils expliquent que pendant que Mio regardait quelque chose des souvenirs de Makoto, Tomo a essayé de l'arrêter. Quand Makoto vérifie, il découvre que Mio est devenue obsédée par l'anime de ses souvenirs, et est maintenant une grande fan. Elle et Tomo se disputent pour savoir si les animes ou les drames historiques sont meilleurs. Makoto leur permet de continuer à regarder, mais leur dit d'arrêter de se disputer à ce sujet. Cette nuit-là, Makoto retourne dans sa chambre pour se reposer, mais il n'y a que 2 lits pour eux 3. Quand il demande un des lits, Tomo et Mio lui disent de choisir l'un d'eux pour partager un lit. Makoto refuse et finit par dormir sur une chaise. Le lendemain matin, Makoto parle avec Hazel, le maître alchimiste, de la fabrication de l'ambroisie.
Alors qu'ils se préparent à partir, Lim les observe de loin et dit à ses amis de se préparer à attaquer. Makoto et Hazel visitent la compagnie de commerce Rembrandt, mais Hazel se sent nerveux parce que la compagnie est très puissante et il a peur de faire une erreur. Ils vont au laboratoire où Hazel lit la recette de l'ambroisie et réalise que c'est facile à faire, sauf pour extraire le fluide des yeux de Ruby. Pendant que Hazel travaille, Makoto est agacé par la fréquence à laquelle Hazel mentionne la déesse dans ses sorts. Trouvant la méthode de Hazel inefficace, Makoto l'aide secrètement en utilisant la magie. Hazel demande s'ils utilisent une méthode différente et Maurice explique qu'ils utilisent des yeux de rubis au lieu de la fleur rare d'ambroisie car les abeilles qui fabriquent les yeux de rubis se nourrissent de cette fleur. Cela donne à Makoto l'idée de faire des fleurs un produit spécial pour son entreprise. Bientôt, Hazel réussit à fabriquer une bouteille d'ambroisie et Maurice l'apporte à Patrick. Ils en fabriquent 2 autres, mais quand Maurice revient, il claque accidentellement la porte, faisant tomber une bouteille à Hazel. Makoto l'attrape avant qu'il ne touche le sol. Maurice les emmène chez Patrick qui explique que lorsqu'il a essayé de donner le médicament à sa femme, elle l'a attaqué et il a fallu plusieurs gardes pour l'arrêter. Hazel pense que quelqu'un a ajouté à la malédiction pour l'empêcher de prendre le médicament. Patrick raconte la triste histoire de la maladie de sa femme qui a commencé par une légère fièvre et l'a lentement rendue folle. Il commence à pleurer, pensant que la malédiction serait brisée aujourd'hui. Makoto demande à être emmené auprès de la femme de Patrick et dit qu'il la tiendra pendant que Patrick lui donnera le médicament. Patrick doute de lui parce que Makoto est de bas niveau, mais Hazel lui assure que Makoto peut le faire. En utilisant le parfum de l'ambroisie pour attirer la femme de Patrick, Makoto utilise des mouvements de judo pour la maîtriser pendant que Patrick lui donne le médicament. Patrick pleure de joie lorsque sa femme est guérie. Il donne aussi le médicament à ses filles et elles sont guéries aussi. Patrick remercie Makoto et la déesse, mais Makoto n'est pas content que la déesse reçoive le crédit. Makoto laisse Hazel terminer le raffinage de la potion et trouve Mio et Tomoe qui l'attendent dehors. Soudain, un groupe d'aventuriers les attaque. Makoto esquive les attaques, mais Mio et Tomoe ripostent pour tester la force des aventuriers. Les attaques n'affectent pas Mio et Tomoe. Lime offre 10 pièces d'or à Mio pour qu'elle rejoigne son camp, et Mio fait semblant d'accepter, ce qui rend Tomoe furieuse. Mais Mio fait juste semblant parce que Makoto lui a dit de ne pas causer trop de dégâts, comme ce qui s'est passé à Zetsuya. Makoto demande à Tomoe de gérer le combat et elle vainc facilement leurs attaquants. Lime implore la pitié, et Tomoe l'épargne après avoir vu quelque chose dans ses souvenirs. Lime admet qu'il est celui qui a jeté la malédiction du sommeil sur la famille de Patrick. Il explique qu'il a été trompé par un homme qui lui a dit que la malédiction ne blesserait personne et aiderait les aventuriers à être mieux traités par la compagnie Rembrandt. Tomoe lit dans ses pensées et confirme qu'il dit la vérité. Alors il le laisse partir, mais Mio prend tout son or comme paiement. Quelques jours plus tard, Lime s'excuse auprès de Patrick, qui lui pardonne, mais limite sa capacité à travailler comme aventurier. Lime décide qu'il ne veut plus être aventurier. On le voit regarder l'orphelinat où il a grandi, puis Tomo apparaît. Elle lui donne une nouvelle épée, un cadeau de Makoto, puisque Lime a cassé l'ancienne. Lime explique qu'il est tombé dans les mensonges de l'homme parce que quelqu'un de l'orphelinat est mort à cause de la compagnie Rembrandt. Tomoe propose un marché à Lime, devenir son espion, et elle le protégera, ainsi que l'orphelinat. Lime accepte. Plus tard, Tomoe espionne Patrick et Maurice, les entendant parler de la façon dont ce serait mauvais si Makoto créait sa propre entreprise. Cela rend Tomoe méfiante envers eux. De retour dans le demi-plan, Emma dit à Makoto que les guerriers perdent confiance parce qu'ils continuent à être battus par Makoto, Tomoe et Mio. Mio suggère qu'ils arrêtent de combattre les guerriers pendant un moment, mais Tomoe n'est pas d'accord, disant que cela fera sentir aux guerriers qu'ils sont abandonnés. Makoto décide de vérifier tout le monde. Il demande à Tomo de rencontrer les hommes lézards et emmène Mio pour vérifier les Alki. Ils entendent les orques parler de l'impossibilité de s'approcher de Makoto pendant l'entraînement, tandis que Tomoe et Mio se laissent toucher. Plus tard, ils rencontrent Tomoe qui explique que les hommes lézards ont les mêmes problèmes. Makoto réalise qu'aucune des races ne partage d'informations entre elles. Emma mentionne que chaque race aime garder ses techniques de combat secrètes. Makoto suggère que les races essaient les styles de combat des autres. Alors il rassemble les orques et les hommes lézards pour une session d'entraînement spéciale. Les deux camps envoient leurs guerriers les plus forts. Et pendant le match, les combattants détruisent le ring, ce qui impressionne Makoto. Les orques gagnent, mais Tomoe n'est pas impressionné, les qualifiant de faibles. Un des orques essaie de défendre le combat, disant que c'était difficile pour eux, mais Tomoe dit qu'ils doivent être beaucoup plus forts. Makoto lui demande d'être indulgente avec eux, mais Tomoe explique qu'ils doivent être fiables au combat. Tomoe annonce qu'à partir de maintenant, ils auront des combats hebdomadaires pour classer les guerriers de chaque race, y compris les nains et les alki.
Tout le monde s'inquiète que leur technique soit exposée, mais Tomoe leur dit de ne pas s'inquiéter car ils ne sont pas assez forts pour que cela ait de l'importance. Elle dit que les meilleurs combattants seront connus comme de grands guerriers et ceux qui ne s'améliorent pas devront trouver d'autres emplois. Tomoe demande à Makoto de dire quelques mots, mais il est trop nerveux, alors il se contente d'approuver Tomoe et ajoute qu'il croit qu'ils peuvent tous devenir plus forts ensemble. Alors qu'il réfléchit à un nom pour le système de classement, Tomoe propose de l'appeler le classement dimensionnel, bien que Makoto ne soit pas sûr du nom. Plus tard, ils vérifient leur niveau. Mio est toujours au niveau 15-0 et Tomoe est passé au niveau 13-40. Makoto est impressionné par l'amélioration de Tomoe, mais Tomoe n'est pas satisfaite de ses progrès. Pendant ce temps, la réceptionniste de la guilde dit qu'il manque d'aventuriers parce que beaucoup sont blessés ou sont partis. Makoto propose d'aider en recommandant quelques aventuriers qu'il connaît. Makoto demande à Tomoe d'entraîner Toa et son groupe pour qu'ils deviennent plus forts. Tomoe pense à trouver un bon endroit près de la guilde où ils peuvent s'entraîner, mais elle se souvient ensuite de la réaction de Makoto quand il a vu Toa. Elle réalise que Toa lui rappelle probablement quelqu'un de sa vie passée. Ne voulant pas que quoi que ce soit perturbe son temps avec Makoto, Tomoe décide qu'elle doit les entraîner rapidement et les rendre assez forts pour ne pas avoir besoin de son aide. Pendant leur entraînement, le groupe de Toa va combattre un groupe de singes à queue d'ombre, mais les choses tournent mal et Tomoe doit intervenir pour les sauver. Ensuite, elle est frustrée et leur dit qu'ils doivent travailler sur leur stratégie. Pour les aider, elle leur enseigne quelques tactiques de combat de base. Elle demande à Hazel de créer un piège avec la magie de la terre et de l'eau, puis dit à Louisa de trouver un bon endroit avec une vue dégagée. Hazel ajoute du poison au piège de boue, ce qui empêche les singes de bouger, donnant à Louisa un tir parfait. Les singes qui survivent sont abattus par Nina, qui les charge, et Toa qui s'approche discrètement et attaque par derrière. Tomoe dit à Hazel que de cette façon, il peut se concentrer sur l'attaque au lieu de s'inquiéter de soigner les gens, sauf Nina. En suivant son plan, ils parviennent à vaincre tous les ennemis. Après le combat, Tomoe leur dit qu'ils affronteront un autre nid de singes seuls, parce que, même si leurs niveaux sont bas, ils doivent se défier et prouver qu'ils sont les meilleurs. Plus tard, Tomoe va à la guilde et informe la réceptionniste que l'équipe de Toa s'occupe maintenant des nids de Shadowtail. La réceptionniste est choquée et ne pense pas qu'ils soient assez forts pour une tâche aussi importante. Cependant, le groupe de Toa se présente bientôt avec la preuve qu'ils ont vaincu 2 seigneurs singes, montrant qu'ils ont réussi à nettoyer 2 nids. Pendant ce temps, Makoto demande à Mio de se rendre dans la forêt de Tinorak et de trouver la fleur d'ambroisie parce qu'il veut qu'elle devienne le produit principal de leur nouveau magasin. Makoto rend visite à Patrick et lui demande s'il peut louer l'un de ses magasins. Patrick se demande pourquoi Makoto ne veut pas acheter son propre magasin. Makoto explique que si vous achetez un magasin dans le royaume d'Ion, le gouvernement s'attendra à ce que vous espionniez pour eux. Patrick lui parle d'une ville neutre qui n'est contrôlée par aucun pays et il pense que ce serait parfait pour que Makoto y installe son entreprise. Il dit qu'il contactera quelqu'un dans cette ville pour lui. En même temps, Mio atteint la forêt de Tinorak, mais elle ne l'aime pas parce qu'il n'y a rien de bon à manger. Pendant ce temps, un groupe d'aventuriers humains entre dans la forêt, ignorant que 2 elfes, Aqua et Eris, les observent. Les elfes ne sont pas contents que les humains pénètrent dans leur forêt. Les aventuriers sont rapidement vaincus, et Aqua dit à Eris qu'elle les aurait tués s'ils avaient touché la fleur de lotus cramoisi. De retour à la célébration pour sa nouvelle entreprise, Makoto est reconnaissant envers tous ceux qui l'ont aidé. Mais comme il est timide, il demande à Tomoe de parler pour lui. Cependant, Tomoe dit que tout le monde veut l'entendre directement. Pendant la fête, le clone de Tomoe apporte une boisson à Makoto, et quand il lui tapote la tête, Tomoe est ravie car elle est connectée à son clone. En voyant cela, Mio devient jalouse et sort un plat qu'elle a découvert. Elle veut le donner à manger à Makoto, mais il le mange tout seul, ce qui la rend triste. Tomoe éloigne Mio pour donner aux autres une chance de parler avec Makoto. Après cela, Akina, l'une des Alki, s'approche de Makoto et lui dit qu'elle peut rester plus longtemps sous sa forme humaine maintenant. Elle lui remet également un rapport sur leur voyage dans la forêt de Tinorak et partage l'emplacement de la fleur d'ambroisie. Elle voulait en rapporter un échantillon, mais la forêt est contrôlée par une autre race. Makoto demande comment les alliés se portent dans le demi-plan, et elle dit qu'ils se sont bien adaptés grâce à lui. Ensuite, Lydie, un homme lézard, vient remercier Makoto de l'avoir aidé pendant l'entraînement. Il dit à Makoto qu'il apprend le combat à main nue avec Tomoe, ce qui inquiète Makoto car il ne veut pas que tout le monde devenir comme elle. Baren, le nain, demande si Makoto aime vivre à l'intérieur du demi-plan. Makoto dit que c'est agréable, mais admet que Mio et Tomo causent parfois des problèmes. Il se demande si Baren et les autres s'ennuient parfois, puisqu'ils ne quittent pas souvent le demi-plan. Baren lui assure que le demi-plan ressemble à un paradis et qu'il est heureux de fabriquer des armes. Cependant, Baren est intéressé par les armes du monde extérieur. Alors, Makoto lui permet de travailler dans leur nouvelle boutique à l'intérieur.
Plus tard, un orc dit à Makoto qu'il est devenu le responsable des aventuriers à Mirage City, une fausse ville où ils échangent des marchandises de la demi-plane. Makoto remercie l'orc pour son travail acharné et l'orc est fier d'être utile. Pendant la fête, Mio se plaint à Tomo qu'elle voulait parler à Makoto des fleurs d'ambroisie et des elfes qui les gardent. Tomo dit qu'il devrait attendre d'en savoir plus. Soudain, il perd de la trace de la présence de Makoto et s'inquiète. Il se précipite pour le trouver et le découvre en train de pratiquer le tir à l'arc. Mio court vers lui, en pleurant et en le serrant dans ses bras. Tomo lui demande comment il s'entraîne et Makoto explique que lorsqu'il se concentre sur sa cible, il vide complètement son esprit, ce qui donne l'impression qu'il disparaît. Tomo réalise que Makoto fait disparaître et réapparaître sa conscience, ce que seuls les morts peuvent habituellement faire. Mio mentionne que lorsqu'il ne pouvait pas le sentir, c'était comme s'il était mort. Makoto leur dit qu'il va bien, mais Tomo remarque que son mana est devenu plus fort. Normalement, le mana ne change pas, mais parce que Makoto s'est beaucoup entraîné, son mana est maintenant presque aussi fort que celui de la déesse. Le demi-plan s'est également étendu, et Tomo avertit que si la déesse le découvre, elle ne sera pas contente. Ils doivent trouver un moyen de contrôler son mana. Le lendemain, Makoto va faire des courses pour son magasin, mais il se sent fatigué parce qu'il ne peut pas pratiquer le tir à l'arc, et Mio continue d'essayer de se rapprocher de lui. Alors qu'il marche, plongé dans ses pensées, le sac d'un demi-humain vole vers lui. Il rend le sac et remarque que le demi-humain lui ressemble beaucoup. Puis, une fille commence à flirter avec lui et Makoto réalise qu'il s'est accidentellement aventuré dans le quartier chaud. Avant que les choses n'aillent trop loin, Tomo et Mio arrivent et l'éloignent. Lorsqu'ils arrivent dans un endroit calme, Tomo et Mio demandent avec colère pourquoi ils ne lui suffisent pas. Makoto les considère comme sa famille, mais se sent trop embarrassé pour le dire. Alors, à la place, il leur dit que ce qui s'est passé n'était pas de leur faute. Cela les rend encore plus contrariés et il déchire ses vêtements. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit d'autre, Makoto s'échappe en créant une porte de brume. Emma trouve Makoto coincé dans un arbre et réalise rapidement ce qui s'est passé. Elle lui dit que son nouvel équipement de protection est prêt, alors Makoto se rend à Rugi pour l'essayer. Il est content du nouvel équipement, mais ensuite Mio arrive et s'excuse pour la nuit précédente. Makoto lui pardonne, mais lui dit de ne pas recommencer. Makoto demande ensuite à Mio des informations sur la race qui garde les fleurs d'ambroisie. Elle propose de s'en occuper, mais Makoto s'inquiète de ce qu'elle pourrait faire. Alors il décide de l'accompagner. Ils atteignent la forêt de Tinarak et réalisent que quelqu'un les suit. Ils parviennent à semer leurs poursuivants et trouvent les fleurs d'ambroisie. Makoto remarque à quel point elles ont été bien entretenues et se dit que quelqu'un doit veiller sur elles. Soudain, Aqua et Eris apparaissent, ce qui met Mio en colère. Au même moment, les aventuriers humains d'avant arrivent également et les gardiens de la forêt les prennent tous pour des voleurs. Eris attaque avec de la magie de glace, mais Makoto la bloque facilement. L'un des aventuriers est la même fille qui l'a draguée plus tôt. Eris essaie d'attaquer à nouveau avec des flèches de feu, mais Makoto utilise son ki défensif pour les arrêter. Makoto essaie de calmer les choses, mais Mio devient de plus en plus en colère et prête à attaquer tout le monde. Tomo contacte Makoto par la pensée et demande ce qui se passe. Il explique et demande son aide. Au début, Tomo refuse parce qu'il est avec Mio et lui a même tenu la main. Mais Makoto propose de laisser Tomo fabriquer un katana et cultiver du riz, alors elle accepte d'aider. Elle lui dit de distraire les aventuriers pendant qu'elle ouvre une porte de brume pour les envoyer à Mirage City. Pour calmer Mio, Makoto lui donne un peu de son sang. Mio utilise sa magie noire pour absorber le mana des elfes et arrêter leurs attaques. Makoto explique aux elfes qu'il n'est pas là pour voler les fleurs. Il veut juste parler. Les elfes acceptent et emmènent Makoto et Mio dans leur village. Une fois arrivés, Makoto remarque qu'une barrière magique entoure le village, le cachant. Il rencontre les anciens et leur chef, Neil Gestori, qui se présente comme un ogre de la forêt. Mio est confuse parce qu'elle pensait qu'ils étaient des elfes. Le fils de Neil Gestori, Adono, arrive et dit qu'ils sont essentiellement des elfes, même s'ils se nomment maintenant ogres de la forêt. Les anciens expliquent que les elfes ont besoin de la forêt pour survivre, mais que les ogres de la forêt la protègent. Adono s'inquiète qu'ils ne puissent pas rester cachés éternellement parce que la barrière des dragons s'affaiblit. Makoto dit qu'il est juste un marchand à la recherche d'ingrédients médicinaux, mais Adono se méfie de la force de Makoto. Les anciens continuent de le questionner. Plus tard, Aqua et Eres s'excusent d'avoir attaqué et invitent Makoto à rencontrer leur maître, Mondo, qui apparaît en fracassant un mur. Mondo serre la main de Makoto pendant longtemps, rendant Mio jalouse. Alors elle l'envoie valser avec sa magie. Ensuite, Makoto demande à Mio d'espionner Adono et Mondo, et elle est excitée de le faire parce qu'elle a vu des espions dans ses souvenirs. Mio dit plus tard à Makoto que Mondo est possédé par quelque chose et qu'Adono est lié au démon. Makoto renvoie Mio dans le demi-plan et demande à Tomo de revenir parce qu'il y a quelque chose dont il veut parler. Pendant un festin organisé par les elfes pour Makoto, il remarque que Mondo et Adono se disputent.
Soudain, un monstre squelette apparaît du corps de Mondo et tue Adono. Makoto réalise que la créature a drainé la force vitale de Mondo mais ne l'a pas tué. Cependant, elle a tué Adono à cause de sa connexion avec une certaine femme. Grâce à ses connaissances des jeux, Makoto reconnaît la créature comme un leech. Le leech essaie d'attaquer, mais Makoto est immunisé contre ses effets. Il utilise la magie noire de Mio pour absorber le mana du leek et le maîtriser. Tomo arrive et déplace le leek à travers un portail pour que Makoto puisse l'interroger plus tard. Les villageois sont surpris par la force de Makoto et il est révélé qu'ils avaient prévu de le tuer après le festin, ce qui le choque. Tomo parle à Nilgestori, mais il ne la reconnaît pas au début. Elle lui rappelle qu'elle est celle qui a mis en place la barrière de brume du village. Quand il réalise qui elle est, Nilgestori parle d'elle à tout le monde, mais Tomo exige qu'il s'incline devant Makoto, puisqu'il est son maître. Ils vont interroger le leek et Makoto demande pourquoi il était dans le village. Le leek dit qu'il étudiait les capacités de l'ogre de la forêt. Tomo demande pourquoi le leek est devenu un mort-vivant et il explique qu'il veut évoluer en un Grant, un être supérieur aux humains. Le leek demande comment Makoto l'a vaincu et Makoto explique qu'il a utilisé la magie noire pour drainer son mana. Le leek ne le croit pas, pensant que cela nécessiterait une quantité folle de mana. Cela met Mio et Tomo en colère et ils menacent le leek, mais Makoto les calme. Makoto demande si le leek a des livres de sorts à vendre, mais le leek pense qu'il plaisante. Makoto lui dit qu'il a seulement appris la magie à partir d'une seule page écrite par Emma. Tomo suggère de garder le leek pour aider Makoto avec la magie. Elle dit que le leek doit connaître d'autres mondes au-delà du contrôle de la déesse et pense que les grands peuvent voyager entre eux. Makoto se demande s'il est possible de retourner dans son monde d'origine, mais Tomo dit que c'est presque impossible. Elle explique que beaucoup ont essayé de voyager entre les mondes, mais peu ont réussi. Tomo révèle que ce ne sont pas les grands qui peuvent se déplacer entre les mondes, mais les personnes qui l'ont déjà fait une fois. Makoto demande s'il est possible de le faire à nouveau, mais Tomo lui dit que même si la déesse ouvrait un chemin, le taux de survie serait inférieur à 10%. Tomo suggère que Makoto passe un contrat avec le leek puisqu'il veut apprendre la magie de lui. Ils sont d'accord, mais Makoto réduit son mana pour que le contrat fonctionne. Le contrat est conclu et le leek reprend une forme humaine. Il remercie Makoto de lui permettre de servir et reçoit le nom de Shiki. Somo dit à Makoto qu'il a encore beaucoup à apprendre, mais soudain, il y a une énorme explosion. Tomo s'effondre et s'excuse pour son erreur. Makoto dit rapidement à Mio d'arrêter le saignement de Tomo, puis se dirige vers l'explosion avec Shiki. Shiki essaie de suivre, mais tombe, s'habituant encore à son nouveau corps. Il décide de conserver son énergie et aide plutôt à soigner les blessés à proximité, ce qui surprend Makoto car il ne savait pas que Shiki pouvait guérir. Makoto court vers l'explosion et tombe sur des personnes blessées, y compris un Alki nommé Hokuto. Makoto trouve étrange qu'un Alki, qui guérit normalement rapidement, soit dans un si mauvais état. Cela lui rappelle quand son chat est mort dans sa vie passée. Shiki essaie de les guérir avec sa magie, mais certaines blessures sont trop graves. Il demande l'aide de Makoto, mais comme Makoto n'a pas de magie de guérison, il utilise sa capacité de ki, ce qui n'est pas suffisant au début. Il combine 2 sorts de ki et guérit avec succès les blessés. Makoto est confus car il sent son mana se répandre dans la zone. Une fille lui donne alors un collier qu'il reconnaît comme appartenant à un orque de la fête. Lorsque Makoto atteint le site de l'explosion, il trouve des signes d'une porte de brume et se demande si elle a causé l'explosion. Il remarque plus de portails et sent le clone de Tomo, l'orque et quelques aventuriers de l'autre côté du portail. Les portails commencent à se fermer et Makoto se souvient de ce que Mio lui a dit sur la disparition de la conscience des gens quand ils meurent. Il ne reste qu'un seul portail et il essaie de sauver un aventurier piégé de l'autre côté. Mais alors qu'il tend la main, il commence à voir les souvenirs de l'aventurier. Il s'avère que la fille du quartier rouge était après Makoto dans le cadre de son plan. Elle et son groupe d'aventuriers ont volé des objets de Mirage City et alors qu'ils s'échappaient, un jeune orque les a vus. Les aventuriers ont essayé d'arrêter l'orque et les autres et la fille a jeté un sac avec une bague à l'intérieur. Cette bague avait absorbé le mana de Makoto, ce qui a causé l'explosion. Le clone de Tomo a essayé de protéger tout le monde avec un mur d'eau, mais l'explosion était trop puissante et a traversé la barrière, tuant tout le monde. L'explosion a également créé une porte de brume, ce qui a permis à la fille de se téléporter à Tige. Encore préoccupée par les armes volées, la fille se retrouve soudain entourée de brouillard et Makoto apparaît, l'air furieux. Il ne porte pas son masque et la fille commence à l'insulter pour son apparence, mais il l'ignore. Elle se vante d'être une chasseuse de niveau 96, mais Makoto s'en moque. Il sort une arme d'orque et la fille l'attaque. Makoto lui coupe les mains et la renverse, lui disant qu'elle le mérite. Elle le supplie de rester à l'écart, mais il la trouve agaçante et l'achève.
Ensuite, des larmes commencent à couler sur son visage. Il se demande si c'est parce que c'est la première fois qu'il a intentionnellement tué quelqu'un ou à cause des victimes de l'explosion. Il réalise que c'est parce que dans son ancien monde, la mort était toujours quelque chose de triste. Le lendemain, Makoto organise des funérailles traditionnelles orques pour ceux qui sont morts et fait semblant d'aller bien. Il raconte à Tomo qu'il a vu les souvenirs de la fille et elle se sent fière, disant qu'il a agi comme le véritable roi du demi-plan. Makoto, cependant, se demande si les contrats qu'il a avec ses serviteurs le changent. Tomo rit, disant que les pouvoirs des serviteurs ne peuvent pas entrer dans le corps de leur maître. Shiki explique que Makoto est probablement capable d'utiliser le pouvoir de Tomo en raison de leur connexion profonde, et non à cause d'un changement physique. Mio se met en colère, pensant que Tomo a un lien spécial avec Makoto. Les filles se disputent pour savoir qui est la plus proche de lui. Plus tard, Makoto parle à Emma de la construction d'un mur autour de la ville de Mirage pour protéger les faibles et les enfants. Il veut aussi que les hommes lézards patrouillent dans la région et que les Alki fassent semblant d'être des aventuriers dans la ville de Mirage afin de recueillir des informations. Les nains lui expliquent la gestion de l'entrepôt, précisant qu'ils élimineront les déchets immédiatement et mettront en place des mesures de sécurité. Après avoir rencontré les parents de l'orque décédé, Makoto se sent coupable et promet de réparer les choses. Mais l'ami de l'orque lui rappelle qu'il a sauvé leur village et qu'il donnerait volontiers leur vie pour lui. Makoto rencontre ensuite Patrick, qui lui parle de l'académie Hotsguard, située dans une ville neutre. Patrick lui montre une carte qui ressemble beaucoup au Japon, ce qui surprend Makoto. Il décide de se rendre immédiatement en ville, mais révèle à Patrick qu'il a caché quelque chose. Il enlève son masque, révélant son vrai visage. Patrick est choqué, mais rassure Makoto qu'il lui fait toujours confiance, mentionnant comment il n'a cessé d'aimer sa famille même après qu'ils aient été maudits. Makoto se sent un peu offensé par la comparaison. Mio et Tomo se demandent pourquoi Makoto n'emmène que Shiki avec lui pour ce voyage. Makoto explique que Shiki, étant un ancien chercheur humain, sera plus utile puisqu'il ne détruira aucun talent prometteur. Makoto admet qu'après les événements récents, il veut mieux comprendre ce monde et en apprendre davantage sur ses parents. Il offre à Tomo ses souvenirs de l'art de l'épée et à Mio ses souvenirs des armes à feu, leur disant qu'il reviendra bientôt. Tomo prévoit de déplacer les ogres de la forêt vers le demi-plan, tandis que Mio gère Mirage City et leur boutique à Tsage. Mais avant que Makoto et Shiki puissent partir, Makoto est soudainement téléporté ailleurs et attaqué par deux aventuriers, Sophia et Lancer. Il esquive, mais ses doigts sont coupés. Pendant ce temps, Maurice dit à Patrick que les forces principales de Limia et Gritonia affronteront bientôt les démons. Makoto est confus par l'attaque soudaine et se souvient avoir entendu la voix de la déesse juste avant d'être téléporté. Sophia et Lancer pensent qu'il est un demi-humain et se demandent s'il est un héros envoyé par la déesse. Sophia continue d'attaquer et Makoto utilise des barrières et son ki de renforcement pour se défendre, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter tous les coups. Sa blessure est plus grave qu'il ne le pensait, alors il utilise une corde d'arc pour arrêter le saignement. Makoto apprend qu'une guerre a éclaté entre les humains et les démons et que ses attaquants se rangent du côté des démons. Lancer dit à Sophia de finir Makoto, affirmant qu'il gêne leur avancée. Makoto pense à s'échapper vers le demi-plan, mais réalise qu'ils le suivront. Alors, il se prépare à combattre. Il tire plusieurs flèches sur eux, utilisant son ki de dissimulation pour tenter de s'échapper. Mais soudain, des murs de cristal l'emprisonnent. Makoto utilise des barrières sur ses pieds pour briser les murs. Mais Sophia et Lancer le rattrapent. Il pense qu'il a des capacités étranges et soupçonne qu'il est sous la protection de la déesse. Sophia met une bague qui enlève la protection divine, mais Makoto leur dit qu'il ne reçoit rien de la déesse. Sophia se révèle être la célèbre chasseuse de dragons et Lancer est en réalité un dragon. Makoto essaie de les convaincre qu'il n'est qu'un marchand et ne veut pas se battre, mais ils ne le croient pas. À court d'options, Makoto enlève ses anneaux absorbant le mana et utilise le ki de renforcement, les repoussant. Il passe au ki d'investigation pour les suivre à travers la poussière et tire une flèche spéciale fabriquée par les nains. Sophia et Lancer tentent de bloquer l'attaque, mais la flèche se divise en plusieurs petites flèches, perçant leur défense. Makoto enchaîne avec une flèche d'eau puissante. Lancer, qui utilise aussi la magie de l'eau, est surpris que les capacités aquatiques de Makoto soient bien plus fortes et se retrouve gelé. Sophia essaie de finir Makoto en lui coupant la tête, mais il esquive de justesse. Elle attaque à nouveau de toutes ses forces, mais Makoto la bloque avec sa flèche, brisant son épée dans le processus. Émerveillé par la qualité du travail des nains, il est pris au dépourvu lorsque Sophia l'attrape. Lancer crée des cristaux dans le ciel et les utilise pour téléporter Sophia et Makoto en hauteur dans les airs. Elle retourne ensuite au sol, pensant que Makoto est fini, mais Makoto tire des boules de feu, détruisant les cristaux, et le feu pleut sur les armées humaines et démoniaques en
En dessous, Makoto puise dans le pouvoir de ses anneaux de mana et tire une flèche d'eau massive. L'impact crée un énorme pilier d'eau qui gèle tout sur son passage. Makoto disparaît lorsque les anneaux se brisent, provoquant une explosion massive qui crée un nouveau lac. Sophia et Lancé survivent de justesse et suppose que Makoto a dû mourir dans l'explosion. Sophia jure de le tuer s'il est encore en vie. Makoto se réveille, trouvant Tomo et Mio endormis à côté de lui. Toutes ses blessures ont été guéries. Il leur raconte son combat avec Sophia et Lancé. Shiki explique que la déesse a manipulé la situation pour forcer Makoto à combattre l'armée démoniaque. Mio se met en colère, mais Makoto pense que c'est de sa faute pour avoir été négligent. Il réalise qu'il doit augmenter la quantité de mana qu'il peut utiliser en même temps et décide d'étudier à l'académie avec Shiki. Tomo pense qu'elle et Mio devraient l'accompagner parce que la déesse pourrait interférer à nouveau, mais Makoto dit qu'il veut les garder cachés comme son arme secrète. Tomo présente à Makoto un nouveau clone qu'elle a créé en utilisant une de ses bagues, et Makoto la nomme Komo. Tomo appelle le clone leur enfant, ce qui rend Mio furieuse. Pendant ce temps, les ogres de la forêt ont emménagé dans le demi-plan, et Tomo les prépare pour le classement dimensionnel. Leur boutique à tige ouvre et un client entre pour faire réparer son épée. Il n'est pas content des employés demi-humains, mais Baron prend la lame et la répare parfaitement. Mio montre à quel point la lame est tranchante en coupant accidentellement la joue du client, mais Eris le guérit rapidement. Tout le monde est impressionné par leur service, y compris Patrick, qui visite la boutique et est émerveillé. Makoto apprend plus tard que lors de son combat avec Sophia et Lancer, il a involontairement blessé à la fois les armées humaines et démoniaques. Il réalise qu'il y avait d'autres héros sur le champ de bataille et se demande s'il les rencontrera un jour. Alors que Makoto réfléchit à tout ce qui s'est passé, Emma l'appelle à rejoindre le festin, célébrant le succès de la boutique et son prochain voyage. Il pense que vivre dans ce monde n'est pas si mal après tout, mais il change rapidement d'avis en voyant Tomo et Mio se battre à nouveau. En route vers Rodsgard, Makoto et Shiki arrivent dans la ville d'Obit. Makoto se plaint que marcher est fatigant, mais Shiki dit que c'est plus sûr que de se téléporter, car cela pourrait attirer l'attention de la déesse. Shiki demande à Makoto d'aller chercher de la nourriture, pendant qu'il cherche un bon endroit où loger. Makoto n'a pas de préférence, mais Shiki insiste pour trouver un endroit agréable parce que Mio et Tomo ne seraient pas contentes de séjourner dans un endroit bon marché. Makoto commence à se demander si laisser le demi-plan entre leurs mains était une bonne idée. De retour dans le demi-plan, Mio essaie de cuisiner quelque chose de spécial pour Makoto, mais ses amis s'évanouissent après avoir goûté sa nourriture. Tomo est soulagée que Mio ne l'ait pas servi directement à Makoto. Mio est confuse parce qu'elle a suivi la recette exactement comme elle s'en souvenait des souvenirs de Makoto. Komo demande à Mio si elle a déjà essayé le curry de riz elle-même, et Mio admet qu'elle ne l'a pas fait, puisque c'est un plat d'un autre monde. Elle ne voulait pas demander à Makoto comment le préparer parce qu'elle voulait le surprendre. Emma et Baron examinent l'étrange ingrédient vert dans le curry et pensent que cela pourrait être une sorte de minerai, ce qui choque Mio. Elle pensait que cela avait l'air délicieux dans les souvenirs de Makoto. Ils lui disent que la chose verte était probablement censée être un poivron. Mio goûte le curry elle-même et pense qu'il a bon goût. Mais Tomoe explique que tout le monde ne peut pas manger des minéraux comme elle. Cela surprend Mio. Pour tester ses compétences, Tomoe demande à Mio de faire quelque chose de simple comme du pain grillé. Mio essaie, mais elle utilise sa magie de flamme et le brûle complètement. Pendant ce temps, Makoto est dans un restaurant et essaie de la viande bleue pour la première fois. Il est surpris par la sensation et le goût. Le propriétaire du restaurant lui dit en plaisantant qu'il devrait faire semblant d'apprécier, mais Makoto dit qu'il aime vraiment ça. Le propriétaire est impressionné lorsque Makoto identifie la viande comme provenant d'un slime, supposant que Makoto doit être un aventurier expérimenté. Le propriétaire mentionne qu'il a fait une demande à la guilde pour la chasse au slime et demande l'aide de Makoto. Mais Makoto explique qu'il est surtout un marchand et qu'il se rend à Rodsgard. Makoto commence à sentir que des gens l'observent. Alors il termine son repas, paie avec une pièce d'or et part. Alors qu'il marche dans la ville, il entend des gens se moquer de son apparence et il commence à regretter d'avoir enlevé son masque. Pourtant, ce n'est pas aussi mauvais que sa première fois dans une ville humaine. À la guilde, la réceptionniste est choquée que Makoto, un aventurier de rang E, ait accompli une mission spéciale. Makoto remarque la quête de chasse au slime sur le tableau, mais elle nécessite un rang B, donc il ne peut pas l'accepter. Il entend ensuite une fille au comptoir parler de quelque chose appelé « La lune sur le château en ruine », ce qui le surprend car c'est une chanson qu'il aimait dans sa vie passée. La fille semble contrariée et demande pourquoi la guilde n'aide pas son village. La réceptionniste explique que la guilde manque de personnel et ne peut pas gérer un groupe de bandits de plus de 100 membres. La fille, nommée Lana, est frustrée et se demande pourquoi les prières de son village à la déesse ne fonctionnent pas. Quelques aventuriers à proximité se moquent d'elle, disant que si les prières fonctionnaient, il n'y aurait pas besoin d'aventuriers. Lana défend la déesse, croyant qu'elle est en colère à cause de gens comme eux. Lorsque les aventuriers commencent à harceler Lana, elle quitte la guilde en larmes. Makoto réalise qu'il est suivi
En utilisant son ki, il sent des aventuriers attaquer Lana et son partenaire. Décidant d'aider, il neutralise les types qui le suivaient et les envoie voler vers les aventuriers qui embêtaient Lana. L'un d'eux sort un couteau, mais Makoto le vainc rapidement. Il utilise ensuite le ki de guérison pour aider le partenaire de Lana, Ito. Lana demande s'il les aide parce qu'il est un demi-humain, mais Makoto explique qu'il est humain, juste pas très beau. Lana se présente et dit qu'elle vient du village de Topo, et Ito est un loup-garou. Makoto est surpris car il pensait que les loups-garous étaient censés être grands et effrayants. Il demande pourquoi elle n'attend pas simplement que la guilde s'occupe des bandits. Lana explique que les bandits ont torturé leur meilleur combattant, Barclay, et tué sa femme. Les villageois veulent céder aux bandits, mais chaque village qui s'est rendu jusqu'à présent a été anéanti. Ito se réveille et demande si la guilde va aider, mais Lana lui dit que non. Se sentant coupable de ne pas pouvoir la protéger, Ito s'excuse. Makoto propose de les emmener à leur village. Bien que Lana avertisse que c'est loin, Makoto les attrape et commence à sauter d'arbre en arbre, les y amenant rapidement. À leur arrivée, Lana va parler aux villageois, tandis que Makoto demande à Ito pourquoi il ne vit pas dans le village. Ito dit que bien que Lana et quelques autres soient gentils avec lui, la plupart des villageois n'acceptent pas les demi-humains comme lui. Makoto utilise son ki d'investigation pour examiner la situation avec les bandits et découvre qu'ils ont blessé beaucoup de villageois. Cela impressionne Ito, qui compare la capacité de détection de Makoto à son propre sens de l'odorat. Makoto dit à Ito qu'il savait qu'il simulait l'inconscience plus tôt et lui conseille de protéger Lana s'il tient vraiment à elle. Sentant quelque chose près de la montagne, Makoto se dirige dans cette direction. Ito essaie de l'arrêter, mais réalise que Makoto, comme lui, sait ce qui s'y trouve. Makoto dit qu'il est en colère que les bandits utilisent le nom de sa chanson préférée. Ito demande comment il peut rembourser Makoto, mais Makoto lui dit simplement que si des demi-humains de sa compagnie de commerce viennent un jour dans leur village, ils devraient être bien traités. De retour dans le demi-plan, plus de personnes ont été victimes de la cuisine de Miyo, et elle ne parvient toujours pas à comprendre ce qui ne va pas. Tomoe explique que l'utilisation de bons ingrédients ne fait pas toujours de bons plats, et que les différentes espèces ont des goûts différents. Miyo est surprise par la difficulté de la cuisine. Tomoe suggère de tester sa cuisine sur Laim puisqu'il est humain comme Makoto. Mais au lieu de cela, Tomoe conseille à Miyo de voyager et d'améliorer ses compétences culinaires. Miyo est d'accord, et tout le monde est soulagé car ils n'auront pas à manger sa nourriture pendant un moment. Pendant ce temps, Makoto trouve les bandits et décide de remettre son masque pour cacher son visage. Il utilise le ki de silence pour bloquer tout son, ce qui fait paniquer les bandits. Profitant de la confusion, il les attaque avec des flèches. Lorsque les bandits essaient de riposter, l'armure de Makoto le protège. Pour éviter de gaspiller des flèches, Makoto utilise une flèche enflammée pour assommer tous les bandits en un seul coup. Un seul bandit reste, suppliant pour sa vie. Makoto l'épargne, mais lui dit de changer le nom de leur groupe. Makoto retrouve ensuite Shiki qui leur a trouvé une chambre coûtant 3 pièces d'or. Makoto pense que c'est trop cher, mais Shiki explique que les héros du royaume de Limia et de l'empire de Gritonia sont traités comme des rois, donc Makoto ne peut pas séjourner dans des endroits bon marché. Cela rappelle à Makoto les héros qu'il a vus lors de la bataille contre les démons, et il se demande quand il les rencontrera à nouveau. Dans un flashback, Makoto se souvient de sa vie passée où il a rencontré une fille nommée Hibiki, dans le club de tir à l'arc. Hibiki l'a taquiné, lui demandant comment quelqu'un d'aussi moyen pouvait être dans le club. Elle a dit qu'elle l'enviait parce que sa vie était ennuyeuse, et qu'elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Soudain, Hibiki a été transporté dans un autre monde par une lumière éclatante. La déesse lui a demandé de devenir un héros, lui promettant des pouvoirs magiques, de la force et du charisme. La déesse a donné à Hibiki une écharpe argentée, et l'a envoyé au royaume de Limia où les gens attendaient déjà le héros. Hibiki a appris qu'il y a des années, les démons avaient été repoussés dans des terres arides, mais récemment, ils ont recommencé à avancer. Le royaume de Lishua est déjà tombé, et Limia et Gritonia se battent encore. Hibiki sait qu'il y a un autre héros à Gritonia, mais elle craint qu'une fois la guerre terminée, l'alliance entre les royaumes ne se désagrège. Elle invoque un esprit loup de son écharpe et commence à réfléchir aux coéquipiers qu'elle recrutera. Le lendemain, Hibiki rencontre son équipe, Woody, le mage de la cour, et Verda, un chevalier. Naval, connu comme l'ogre aux cheveux d'argent, jette un coup d'œil à Hibiki et décide qu'elle est trop faible pour le combat. Elle essaie de partir, mais Woody l'arrête, et Hibiki demande à Naval d'être son professeur. Naval n'est pas intéressé, mais Hibiki la convainc en disant qu'elle peut combattre en première ligne et tuer autant de démons qu'elle le souhaite. Naval accepte de rejoindre. Le groupe de Hibiki est chargé de protéger Chiya, la prêtresse de Laurel, mais en chemin, ils sont attaqués par des kobolds, des monstres qui mangent du mana. Chiya utilise une barrière pour se protéger pendant que les autres se battent. Hibiki, qui n'a jamais tué auparavant, hésite lorsqu'un des kobolds supplie pour sa vie. Le monstre profite de son hésitation et appelle des renforts, aggravant la situation.
Se sentant coupable, Hibiki rassemble son courage et recommence à se battre, et ses amis la suivent. Ensemble, ils vainquent les kobolds. Après la bataille, Chia demande à rejoindre le groupe. Les autres s'inquiètent que cela cause des problèmes avec Laurel, mais Chia coupe ses cheveux et dit que si on ne la laisse pas rejoindre, Laurel pensera qu'il lui est arrivé quelque chose. Hibiki est surprise par cela, mais elle est impressionnée par la magie de Chia et veut apprendre d'elle. Le groupe de Hibiki continue à combattre de nombreux démons, mais lorsqu'ils affrontent Mio sous sa forme d'araignée, ils ont du mal. La peau de Mio est trop dure pour que leurs attaques fonctionnent. Naval continue de se battre et coupe une des jambes de Mio, mais elle repousse instantanément. Juste au moment où Mio est sur le point de manger Naval, Hibiki la sauve et dit à Chia de la soigner. Finalement, Mio bat tout le monde sauf Hibiki, qui parvient à blesser l'œil de Mio avant de s'évanouir. Quand Hibiki se réveille, elle est heureuse que personne ne soit mort pendant le combat. Même si c'était sa première défaite, elle remercie Mio pour l'expérience et promet de la battre la prochaine fois. Dans l'ancien monde de Makoto, nous rencontrons un garçon nommé Tomoki qui trouve sa vie misérable. Il souhaite souvent pouvoir aller dans un autre monde et avoir des super pouvoirs. Une nuit, il s'endort, et quand il se réveille, il est devant une déesse. Elle lui dit qu'elle a besoin de son aide et lui donne des capacités magiques, un corps fort, des yeux qui peuvent charmer les gens, des chaussures volantes, et même la capacité de devenir immortel la nuit. Tomoki n'est pas content de son apparence, alors la déesse change son apparence et l'envoie à Gritonia. Lorsqu'il arrive, la deuxième princesse de Gritonia, Lily Flown, l'accueille. Elle le présente à Genevia, l'une des gardes royales. Tomoki est surpris car il n'a jamais vu de femme chevalier séduisante auparavant. Il la fixe dans les yeux, ce qui la fait rougir, mais elle le trouve impoli. Lily, sentant que quelque chose ne va pas, emmène Tomoki pour vérifier son niveau et découvre qu'il a un œil magique spécial. Elle ordonne alors au médecin royal de s'assurer que la famille royale est immunisée contre ses effets. Plus tard, Tomoki rencontre Yukinatsu, une alchimiste. Elle ne fabrique pas de médicaments, mais est experte en construction de golems. Tomoki est excitée par cela, ce qui la charme accidentellement avec son œil magique, et elle l'invite dans sa chambre. Cependant, Lily l'arrête. Tomoki continue d'explorer le château et rencontre une invocatrice de dragon nommée Mora. Il s'excite en voyant son dragon et demande si elle vit avec sa famille. Mais Mora explique qu'elle est venue au château après que son village a été attaqué par des démons. Tomoki s'excuse, mais elle dit que ça va, bien qu'elle soit aussi charmée par son œil et lui demande même de l'épouser. Cette nuit-là, Tomoki dit à Lily qu'il veut former un groupe avec les 3 filles qu'il a rencontrées. Lily dit que ce ne sera pas un problème puisqu'elle l'aime déjà toutes. Elle pense que Tomoki ne contrôle pas encore complètement son œil magique, tandis que Tomoki se demande si les gens l'aiment seulement à cause de ses pouvoirs. Il demande à Lily ce qu'elle pensait de lui lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, et elle dit qu'il est naturel que les gens aiment un héros comme lui. Elle l'embrasse et ils passent la nuit ensemble. Lily est prête à tout pour vaincre les démons. Lily dit à Tomoki que Gritonia et Limia se préparent à attaquer Fort Stella. Tomoki semble intéressé à rencontrer le héros de Limia. Lily mentionne que leur héros est beau, mais Tomoki la rassure en disant qu'il est heureux avec elle. Pendant ce temps, Naval parle à Hibiki, le héros de Limia, de la bataille à venir avec les démons, mais Hibiki ne semble pas enthousiaste. Naval se demande si Hibiki pense au héros de Gritonia, Tomoki, et Hibiki admet qu'elle est curieuse puisqu'ils viennent du même monde et ont à peu près le même âge. Les armées des 2 nations se rencontrent, et Lily leur dit qu'elles ont reçu de l'aide du royaume d'Eien, mais pas beaucoup de Laurel. Hibiki pense que c'est à cause de la relation tendue entre Laurel et Chia, la prêtresse de ce royaume. Même s'ils n'ont pas autant d'aide, Lily se sent confiante qu'ils gagneront la bataille avec la bénédiction de la déesse. Hibiki demande pourquoi ils se battent la nuit, et Tomoki explique qu'ils y sont habitués. Hibiki se sent mal à l'aise, pensant que Limia n'est pas douée pour les batailles nocturnes. Tomoki balaie cela d'un revers de main, disant que la bataille est comme un échauffement avant le vrai combat, et qu'ils gagneront facilement. Hibiki se demande s'ils se sont déjà rencontrés, et Tomoki se met en colère quand elle mentionne que son ancien ami portait le même nom que lui. Il lui dit qu'ils sont des personnes différentes. Hibiki s'excuse, et quand elle révèle qu'elle est au niveau 430, Tomoki se vante d'être au-dessus du niveau 6 Sense, essayant de montrer qu'il est plus fort. Plus tard dans la nuit, Naval demande à Hibiki pourquoi elle est venue dans ce monde. Hibiki explique qu'elle est née dans une bonne famille, et qu'elle voulait un défi dans la vie. Naval est surpris que Hibiki, qui ne pouvait même pas tuer un kobold auparavant, parte maintenant en guerre. Mais Hibiki dit que cette fois, elle a des amis pour la soutenir. Tomoki demande la bénédiction de la déesse avant que la bataille ne commence. De l'autre côté, Rona, une commandante démon, apprend que les armées humaines se préparent à attaquer. Alors que la bataille commence, Hibiki sent que quelque chose ne va pas puisqu'ils battent les démons trop facilement. Elle dit à Chia et Woody de mettre en place une barrière au cas où ce serait un piège. Lorsqu'ils atteignent les portes du fort, Rona active un cercle magique qui fait tomber tout le monde dans une fosse. Mais Tomoki utilise ses chaussures volantes pour s'échapper et quand Rona l'attaque avec de la magie de glace, il la bloque avec sa lance divine.
Grâce aux chaussures et répliques de Yukinatsu, le groupe de Tomoki s'échappe également. Un commandant démon nommé Yo apparaît pour les combattre. Tomoki attaque sans prévenir, arrachant le bras de Yo. Yo trouve impoli que Tomoki ne se soit pas présenté avant de commencer le combat. Tomoki réalise que Yo ne sera pas facilement vaincu et Hibiki arrive pour aider. Elle s'excuse pour le comportement de Tomoki et se présente. Yo régénère son bras, ce qui choque Hibiki car sa guérison est aussi puissante que celle de l'araignée noire. Yo retire la bénédiction de la déesse à la fois de Tomoki et de Hibiki, les faisant tomber à genoux. Tomoki est horrifié de réaliser qu'il n'est plus immortel la nuit et ordonne à tout le monde de battre en retraite. Hibiki, cependant, décide de rester, disant qu'elle ne peut pas appeler héros quelqu'un qui ne se soucie que de sa propre sécurité. Yo est déçue que seul Hibiki reste pour le combattre, mais elle dit qu'elle n'est pas seule, car son groupe arrive pour la soutenir. Les humains combattent Yo toute la nuit, mais Hibiki se rend vite compte qu'elle n'est pas assez forte pour le vaincre. Rona parle à Sophia, une autre commandante démon, qui lui dit que tout va bien de son côté. Mais à ce moment-là, il voit la lumière de la déesse. Makoto a été invoquée. Cela donne de l'espoir aux armées humaines, et elles continuent de se battre. Cependant, la situation reste sombre. Naval dit à Woody d'utiliser un dispositif magique qui lui permettra de retenir Yo pendant que les autres s'échappent. Woody hésite mais finit par utiliser un talisman sur l'épée de Naval, lui donnant plus de puissance. Naval attaque Yo et parvient à le blesser, ce qui surprend Hibiki. Yo est impressionné car il ne s'attendait pas à devoir utiliser toute sa force. Il passe à sa deuxième phase, devenant encore plus fort. Naval continue de se battre, déterminée à ne pas mourir en vain. Elle utilise un sort qui réduit en cendres à la fois elle et Yo. Tomoki, observant de loin, se demande s'il aurait dû rester pour se battre avec Hibiki, mais Lily le rassure, en lui disant qu'il a fait le bon choix. Il est le symbole de l'espoir pour Gritonia. Malgré les lourdes pertes, Yo est toujours en vie. Rona lui parle de la défaite de Sophia, croyant que celui que la déesse a invoqué devait être incroyablement puissant. Et c'est là que cette vidéo se termine. Si vous voulez savoir ce qui va se passer, est-ce que Makoto va s'allier avec eux ou un combat va éclater? Assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour la prochaine partie. D'ici là, regardez cette prochaine vidéo.